Comment réagir lorsque notre enfant sort un énorme gros mot ou une pique bien assise du genre « je t'aime pas, t'es méchante, tu penses pas à moi, tu m'aimes pas ». Eh oui, ça va nous arriver. Alors comment réagir, comment ne pas aggraver les choses et quelle posture adopter? Tu auras toutes les solutions en écoutant cet épisode. Belle écoute! Bonjour, bienvenue sur Les Petits Plus Zen, le podcast pour faciliter et savourer sa vie en famille. Je m'appelle Séverine, je suis facilitatrice en parentalité après avoir été 22 ans professeure des écoles en maternelle REP+. Chaque semaine, je te propose ici des pistes et des thèmes approfondis sur la petite enfance, l'éducation et la communication pour que tu retrouves le plaisir des relations familiales sereines et épanouies. Une de mes missions est de t'aider à mieux comprendre et apaiser les émotions de chacun pour installer un équilibre entre tes besoins personnels et ceux de ta famille et enfin retrouver du temps pour toi. Je te partagerai aussi mon expérience en classe de maternelle, des découvertes apprises en formation et des outils inédits et actionnables facilement que j'ai créés au fil du temps à l'école et à la maison. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi s'il te plaît sur ton application de podcast préférée et participe généreusement à la diffusion de mon travail en laissant un avis et une note de 5 étoiles. Pour plus de contenu, d'inspiration et de motivation, retrouve-moi aussi sur Instagram, Facebook et Clubhouse sous le nom Les Petits Plus Zen. Sur ce, je te souhaite une belle écoute. L'épisode que tu t'apprêtes à écouter est un peu différent des autres. Il est extrait d'un replay de Clubhouse, un réseau social où nous nous réunissions en 2022 pour discuter de sujets d'éducation. Cette room est menée par Rémi Kinoko et tu entendras aussi un fidèle auditeur, papa d'une petite fille d'1 an. À l'époque, mes filles avaient donc 5 et 14 ans. Le son est un peu différent et de moins bonne qualité. Je te souhaite une belle écoute. Bonsoir aux personnes qui rejoignent la room en replay. Séverine. Coucou. On va pouvoir discuter chiffon et gros mots. Tout à fait. Du coup, quand je t'ai proposé ce sujet de room sur les gros mots, t'as pensé à quoi au départ? J'ai pensé à plusieurs âges. Vraiment la période pipi caca prout. Et puis la période un peu de 7-8 ans où c'est exprès le t'es méchante, t'es pas gentille, je t'aime plus. Donc à plusieurs niveaux quoi. Puis après on peut parler aussi des plus grands qui font exprès de taper là où ça fait mal. Donc il y a plein de lectures possibles sur les gros mots et les choses un peu attaquantes dans notre parentalité. Donc toi, quand tu entends gros mots, tu mets aussi les phrases qui attaquent, comme tu dis, où vraiment l'idée c'est de blesser l'autre, mais on n'emploie pas forcément des mots, des insultes, tu vois. Mais quand on dit voilà je t'aime plus, finalement il n'y a pas d'insulte dans la phrase, mais on a quand même envie d'attaquer et de blesser. C'est parce que pour moi, les gros mots, c'est déjà une manière de jouer avec le langage. Donc si on reprend vraiment les parents qui demandent comment on fait avec les gros mots des petits, qui était, je crois, la question initiale, c'est vraiment que l'enfant, il prend un mot, mais comme un autre. Il aurait pu te dire une poire, sauf que poire, ça te fait pas réagir. Donc il va prendre un mot pour voir comment tu réagis. Donc c'est en exploration du langage. Donc à son niveau, ça va être d'abord prout, c'est trop rigolo. Et puis comme on voit que ça fait pas rigoler, on le répète plusieurs fois pour voir si ça va faire rigoler. Et puis quand ça marche plus avec prout, on en prend un autre. Donc la première fois que notre enfant dit putain, putain, il voit que ça réagit sur nous, alors que s'il avait dit banane, banane, ça aurait pas réagi pareil. Donc de la même façon, c'est une exploration du langage. Et après, c'est intentionnellement de voir si cette phrase-là, elle pique le parent ou si elle pique pas le parent. C'est pour ça que je fais le lien entre les deux modes. Je pense que tu as mis le doigt sur un truc auquel j'avais pas forcément pensé et qui là, maintenant que tu l'expliques, me paraît hyper évident. Parce que moi, j'avais ce sujet parce qu'effectivement, je rencontre cette problématique-là et donc ça m'intéressait d'en parler et de voir comment les autres parents traversent tout ça. Toi, quelle est ta vision là-dessus? Mais du coup, maintenant que tu dis ça, en fait, ce que je me rends compte, un truc que je voulais partager, en fait, c'est que notamment le mot qui me pose problème, c'est dégage, tu vois. Elle nous dit dégage régulièrement. D'une part, parce que c'est mon père qui lui a d'abord dit. Et je sais pas comment elle s'est rendue compte que finalement ça nous blessait quand elle le disait, mais elle a compris. Et donc maintenant, quand elle est en colère, elle l'utilise. Par contre, nous, évidemment, on n'a pas un langage soutenu où on fait attention à tout ce qu'on dit.
Et donc notamment le putain classique français, on le dit, on le dit, et parfois Charlie elle est là, et tant pis, on fait pas trop attention au putain finalement. Mais même si on le dit régulièrement, elle le dit presque jamais. Tu vois, parce que je pense qu'il qu'elle n'a pas la charge émotionnelle que tu mets dans le dégage. Exactement. Et du coup, ça fait effectivement sens avec l'analyse que tu as fait juste avant, des gros mots et la charge émotionnelle finalement. Parfois même, on peut faire une phrase qui n'a pas de gros mots, qui n'a pas d'insulte, mais dont l'objectif est le même. Donc merci merci d'avoir fait cet éclairage-là. Ouais, ça tape fort dès le début alors. Oui. Mais quand on parlait des réactions et de la politesse dans la room d'hier, il y avait une maman qui disait quand mon enfant ne veut pas dire bonjour ou merci, c'est la réaction des autres qui l'a fait la sentir mal. C'est pas que son enfant dise pas bonjour ou merci. Et quand il y a un enfant qui dit un gros mot ou qui dit cacaboudin, franchement, si la mère elle réagit pas à cacaboudin, l'enfant il y a probablement de grandes chances qu'il essaye 3 fois, il voit pas de réaction, il laisse tomber le cacaboudin. Donc c'est face au regard de l'autre qu'on s'interroge sur « mais vraiment quand j'entends cette phrase, ça me fait réagir moi comme un déclencheur ». Mais c'est pas la phrase en elle-même, c'est ce que ça dit de moi. Donc le mot dégage, il a été associé à d'autres choses de vos vies. Ouais, je pense que au départ, elle le disait en rigolant parce qu'elle se rendait pas compte de ce que ça voulait dire. Et elle-même, elle n'était pas blessée quand mon père lui disait. Et du coup, elle a dit quelques fois, comme tu dis, un peu pour tester, quoi, voir quelle est la réaction que ça amène. Et je crois que immédiatement, forcément, quand t'entends dégage de la part de ton enfant, c'est violent, quoi, en tant que parent d'entendre ton enfant te dire dégage. Il y a un truc de rejet, quoi, au-delà de dire merde, putain, tu vois, il n'y a pas le même niveau d'émotion. Et je pense qu'aussitôt, la première fois qu'elle nous a dit dégage, tout de suite on lui a dit non, tu vois, et tout de suite on a voulu la reprendre, et tout de suite on a voulu lui expliquer. Et je pense que ça a ancré le truc que tu dis. Ça a ancré, ça a cristallisé ce truc que, d'accord, quand je dis dégage... C'est un levier. Ouais. Ça fait telle réaction. Donc maintenant, j'ai compris que quand je suis en colère, je peux m'en servir. Super. En attendant la prochaine prise, en attendant le prochain mot. Ouais. Et parce que elle a des moyens d'expression. Hein. Coucou, Tamar. Elle cherche un moyen d'expression et de communication. En plus, ce mot dégage, il est quand même très connoté attachement, sécurité affective... Donc ça renvoie à plein d'autres domaines qui pourraient se rapprocher du petit gamin qui, quand sa mère lui dit non, dit « je t'aime plus, t'es méchante ». Oui, oui, c'est ça. Donc je te rejette parce que tu ne vas pas dans le sens de mon bon plaisir. Et c'est sans doute à un moment où vous avez contrarié son désir ultime ou son besoin initial qu'elle commence à dire « dégage ». Oui, c'est pas quand tout va bien qu'on dit « dégage » à quelqu'un. Ouais, non, c'est à chaque fois, c'est quand elle est en colère... Donc elle le dit bien en criant et tout, tu vois, elle accompagne le geste à la parole, il y a tout qui va. C'est compliqué du coup, ce que j'avais vu sur LinkedIn, mais je pense que ça marche peut-être quand ils sont un peu plus grands. Au lieu de dire, tu sais, c'est un gros mot et tout ça, etc., comme s'il y avait un tabou sur les gros mots et donc il faut respecter ce tabou, je sais pas quoi. Il y avait une personne qui utilisait la métaphore des mots cailloux en disant qu'il y a des mots, en fait, c'est comme des cailloux, comme si tu jetais des cailloux à quelqu'un, et donc ça fait mal. Mais j'ai pas l'impression qu'elle qu'elle capte bien la métaphore, donc pour une enfant de 2 ans et demi, je suis pas sûr que ce soit super efficace. Si je le vois dans l'autre sens, c'est que au moment où vous avez arrêté son désir et son activité ou ce qu'elle envisageait de faire, son projet, il y a eu une flamme, elle, dans sa cheminée, que comme elle n'a pas encore les moyens de bien l'exprimer, elle a pris ce qui venait, à savoir vous faire mal, donc prendre un outil qui fait mal, du genre le mot dégage qu'elle a vu qui vous faisait réagir. C'est son moyen qu'elle a trouvé en attendant de faire mieux. L'intention, c'était de se défendre, c'était pas de vous attaquer. L'explication des mots cailloux entre adultes, entre gens qui travaillent sur la pédagogie, elle est facile à comprendre. Par contre, pour l'enfant, ça demande une capacité d'empathie et de se décentrer sur les effets de nos actions sur les autres. Et déjà, c'est dur physiquement. C'est peut-être même plus facile de commencer par la notion de conséquences physiques. Ça veut dire que quand elle pousse quelqu'un, l'autre, il s'est cogné dans le mur. Tu vois, un effet de répercussion de son action. Mais si elle ne le fait pas déjà sur un acte physique, sur un acte tactile, sur un acte en 3D, elle ne peut pas voir les conséquences de ses mots. Tu vois, c'est comme si ces mots avaient poussé quelque chose chez vous. Tu vois ce que je veux dire ? Donc le mot caillou,
Oui, mais ça la rend responsable d'une volonté de nuire à un mot caillou. Parce que c'est comme si c'était elle qui lançait le caillou. Donc, est-ce que c'est ce que tu veux induire dans sa méthode à elle, de faire comme elle peut avec sa flamme de frustration? Peut-être pas. Parce que là, c'est comme si tu disais, vas-y, tu me balances des cailloux sur la gueule, c'est pas gentil. Je crois pas que ce soit ça que tu veuilles faire avec elle non plus. Non. Donc, c'est plus important de dire, quand tu me dis dégage, je trouve que c'est un mot qui me fait pas du bien. Tu vois, tu dis ce que tu penses toi, des effets sur toi, mais tu la rends pas coupable de t'avoir fait du mal. On enlève la notion de bien et de mal. On dit juste, quand j'entends le mot dégage, ça me fait un petit peu de peine, parce que je préfère qu'on soit en train de se parler gentiment. Donc tu mets des... Séverine, on ne serait pas en train de parler plutôt de politesse que de vulgarité ou autre? Sur le mot dégage, on est à la limite entre les deux. Ouais, ça mélange. Parce que quand on est énervé, on dit des gros mots, même nous les adultes. En général, les putains, c'est... Absolument. Moi-même, je le dis devant ma fille, qui a 1 an, mais bon, elle enregistre. Je sais qu'elle va répéter ces mots plus tard. Mais ça ne me dérange pas, en fait. Ce qui me dérange plutôt, c'est l'intention, justement. C'est d'être impoli peut-être, faire du mal aux autres, commencer par ses parents d'abord. Donc le mot dégage, moi je veux bien l'accepter, D'ailleurs, on a parlé il y a 2 jours de cela, sur les imperfections des parents, etc., etc. Et j'ai pris le micro pour dire que voilà, ça m'arrive aussi d'être imparfait, de m'énerver et d'expliquer derrière. Donc je pense qu'on peut aussi accorder ça à nos enfants, de s'énerver, de déraper un petit peu, mais se reprendre derrière. C'est ça, enfin, à mon avis, c'est ça qu'on doit se baser sur ces choses-là. Non, mais tu fais bien de le rappeler. Puis c'était aussi un point que je voulais aborder pendant cette room, un peu notre rapport à l'impolitesse, à la vulgarité. Et effectivement, moi, je suis un peu de l'avis que les gros mots, ça fait un peu partie de notre langage du quotidien. Bon, peut-être pas certains, tu vois. Il y a des insultes où vraiment... Je sais pas si on dit toujours des insultes. Ah oui, il y a des degrés quand même dans... Voilà, c'est ça. Mais bon, putain et merde et tout ça, bon, on le dit au quotidien tous. Est-ce que c'est si grave que nos enfants l'écoutent? Voilà, c'est une question que je voulais peut-être aborder aussi. Et peut-être qu'au lieu de chercher à interdire le fait qu'elle prononce ce mot, ce qui sera contre-productif de toute façon avec le système d'interdit, on sait comment ça marche. Mais plutôt que de chercher de l'interdire, peut-être demander réparation, demander un pardon parce que ça nous a fait mal, et de l'expliquer que... Parce que Rémi, les mots, on peut les remplacer. Au lieu de dire putain, on peut dire purée. Au lieu de dire merde, on peut dire zut. Mais l'intention est toujours la même. Donc voilà, si je m'énerve, je dis zut ou merde ou poire ou peu importe. Mais l'intention est là, quoi. Je suis énervé, j'ai envie de dégager ce qu'il y a à l'intérieur de moi ou de faire même mal à cet instant-là. C'est pas une bonne chose. Et on peut expliquer tout ça après. Donc j'ai appris ça avec un certain Jacques Brel, que vous devez connaître normalement, à qui on a reproché le fait d'utiliser des mots comme braguette, pisser, etc. dans ses chansons. Et vous savez ce qu'il aura répondu? Il aura dit pisser, machin, c'est des mots français qui existent. Donc on peut pas, à la place j'aurais dit quoi, poser culotte quand on disait dans le jargon, etc. Ça se fait pas. C'est plus simple de dire pisser que la vulgarité, c'est 2 gens. Il a donné un exemple, 2 jeunes gens qui s'aiment. Et le père de la fille, bon à l'époque ça se faisait, maintenant ça se fait plus, mais voilà, à cette époque c'était encore courant. Et le père de la fille va trouver le père du garçon pour lui dire combien votre fils gagne par mois. Et elle a dit ça, je trouve ça d'une vulgarité abominable et je suis entièrement d'accord avec lui. La vulgarité, c'est pas forcément les mots vulgaires pour moi. Donc c'est plus le comportement. C'est plus le comportement, exactement. Voilà. Et sinon, j'aimerais aussi comprendre un truc que Séverine a dit. Voilà, entre le tactile, entre faire du mal en poussant par exemple un enfant ou en donnant un coup de gifle ou un coup de poing, c'est plus facile pour l'enfant d'intercepter le geste qu'il a fait, le mal qu'il a fait. Mais avec des mots, je pense aussi, parce qu'on montre qu'on est en désaccord avec ce geste-là, je pense que le résultat est le même, non ? Oui, disons que c'est un support visuel plus facile. Si tu prends le quotidien d'un enfant de 2 ans, quand tu verbalises beaucoup, quand tu nommes, quand tu mets les vrais mots sur les vraies choses, c'est très facile de dire, comme tu as couru, tu tenais ton verre, l'eau s'est renversée. Donc tu induis la conséquence de ton action. C'est parce que tu allais vite que l'eau est tombée. Et ça se voit parce que l'eau est par terre. Tu vois, c'est matériel.
Ou quand tu cours dans la rue et que tu n'arrives pas à t'arrêter, tu as foncé dans l'arbre avec ton vélo, tu vois, tu as perdu le contrôle, il y a une conséquence, c'est visible. Mais les mots, quand tu les envoies, tu vois, c'est immatériel, tu vois pas les effets sur l'autre. Donc ils vont regarder si tu fronces les sourcils, si tu te mets à crier, là ça va être un effet, mais c'est un effet à décoder. Un enfant entre 2 et 5 ans, il y en a qui sont très attentifs et il y en a, tout ça pour l'instant c'est une base de données super floue. Donc demander à un enfant de comprendre les effets de leurs mots sur nous-mêmes, c'est une attente qu'on ne peut pas avoir. Donc c'est plus facile de dire l'effet que ça a eu sur nous, ces mots, que de dire non mais tu peux pas me dire ça parce que quand tu me dis ça, ça me fait mal. Ça voudrait dire lui faire croire qu'il a fait ça intentionnellement, ce qui rejoint ton premier point. L'enfant, il fait pas ça intentionnellement, il fait ça parce qu'il n'a pas encore d'autres moyens et qu'on va le remplacer au fur et à mesure. On va lui donner d'autres outils pour s'exprimer quand il est en colère que de taper, que de hurler ou que de dire des gros mots. Parce que dire un gros mot, c'est une manière exutoire. Exactement comme tu disais. C'est un moyen d'extérioriser. Parce que sinon, on dirait beaucoup moins de gros mots, même nous les adultes. C'est parce qu'on ne trouve pas d'autres modes d'expression pour se dire « Ah, ça se passe pas comme je veux ». Donc je dis un gros mot comme si j'allais conjurer le sort. En vrai, c'est pas en disant 14 fois putain que le dossier va se remettre d'aplomb. Mais on a l'impression d'évacuer notre flamme et d'aérer notre cheminée des émotions comme ça. C'est un outil qu'on a trouvé en attendant de faire mieux. Tu vois, c'est vraiment une porte d'aération pour moi, le gros mot. Et l'enfant, on peut le voir comme ça. C'est humain surtout. C'est ça, il ne le fait pas contre nous, il ne le fait pas pour nous chercher. Il le fait pour explorer la langue française. Et il aurait pu très bien dire braguette, l'enfant, s'il doit réagir à braguette. C'est drôle leur choix de mots, hein, parce qu'ils ne vont pas du tout choisir le même mot en fonction de ce qu'il y a en face. Si c'est la maîtresse, il va dire un mot spécifique. Si c'est son grand-père, il va dire un autre mot. Il va affiner le mot qui fait réagir, vraiment le bouton rouge, quoi. Et donc, selon toi, Séverine, pour y remédier, l'astuce, c'est l'entraînement, quoi, c'est l'exercice. Remplacer ces réflexes, si on peut appeler ça comme ça, par autre chose qui est meilleur. Et ça s'apprend avec le temps, n'est-ce pas? Moi, dans chaque situation où il y a gros mots, parce que c'est arrivé avec Livna, c'est arrivé avec Siana, je dis tiens, t'as dit cacaboudin. Et ce cacaboudin, il vient d'où? C'est à la crèche que tu l'as appris? C'est une copine qui t'a dit ça? Raconte-moi l'histoire de ce cacaboudin. Et donc, je mets le mot à distance d'un effet sur moi. Moi, je réagis pas à ce mot-là comme si elle me l'avait balancé comme une arme. Tu vois, j'en fais un sujet d'observation, comme tout le reste. De toute façon, je fais que des sujets d'observation avec tout chez moi. Donc je lui dis, tiens, ce cacaboudin, très bien, t'as envie de dire cacaboudin, bah vas-y. Donc elle a dit cacaboudin pendant 2 semaines. Et puis comme elle a vu qu'au bout d'un moment, on n'allait pas s'apesantir sur ce cacaboudin, il veut dire quoi pour toi, bah elle est passée à d'autres choses. Je sais plus ce que c'était après, mais ça s'est calmé. Mais si j'avais dit, tais-toi, on dit pas ça, veux pas entendre ça, qui t'a appris ça, tu vois, que j'en avais fait une surenchère de non, d'interdit, comme disait Rémi. Dès que tu poses un interdit sur ne dis pas ça, bah, ça ouvre la porte à mais je fais ce que je veux, consentement, tu m'interdiras pas de dire ce que je veux, je suis libre, autonome et tout. Donc si on rentre dans le conflit sur ce mot-là, tu dois pas l'utiliser, ben, il sent qu'il y a un enjeu entre nous. Et comme grandir, c'est une partie de trouver sa place, le moindre enjeu peut être mis à partie. Donc ça peut être les gros mots chez une famille, ça peut être l'alimentation chez une autre, ça peut être le sommeil chez une troisième, ça peut être la continence. Tu vois, c'est des leviers que trouve l'enfant pour exprimer son pouvoir personnel, sa puissance personnelle. Et si on ne réagissait pas du tout aux gros mots de nos enfants, ils trouveraient d'autres leviers. Donc peut-être que gros mots, bah, c'est moins contraignant que alimentation. Tu vois, la plupart du temps, on est plus démunis contre l'alimentation contre les gros mots. Ça veut dire aussi mettre un peu de légèreté du coup sur bah, mon enfant, oui, il a dit ça. Alors s'il le dit devant la policière et qu'il dit sale conne à la policière, clairement, là, on va se trouver mal par le regard de la société sur l'éducation qu'on a avec notre enfant et ça boucle avec votre room de la dernière fois sur le parent imparfait. Mais en soi, il a juste dit 2 mots. C'est l'effet de ces mots sur la policière et l'effet que ça a sur nous de se dire « Oh là là, mais la policière va se dire que je suis un mauvais parent parce que mon enfant dit sale conne à une figure d'autorité et tout. » En fait, c'est les conséquences qu'on voit sur nous. C'est les conséquences émotionnelles. Bon, de toute façon, j'arrive pas à faire un sujet où je reviens pas aux émotions, donc.
C'est le cœur de la vie. Hein. Là, s'il n'y avait pas de réaction en face, s'il n'y avait pas d'émotion en face, le gros mot, il n'aurait pas du tout de sens. Et nous, on l'utilise même quand il n'y a personne parce que ça nous fait un moyen de soupape. Ouais. Mais Tadar, du coup, elle commence à utiliser des mots dérangeants ou elle n'en est pas encore à ce stade? Non, pas du tout. Elle a encore. tout juste 1 an. Elle baragouine juste papa, maman, des choses comme ça pour l'instant. Par contre, des fois, il lui arrive par exemple, quand elle veut manifester sa joie ou quand elle est surexcitée, par exemple, quand je rentre le soir et que ça fait toute une journée qu'elle ne m'a pas vu, elle commence à crier avec une voix assourdissante, très aiguë. Et là, plus il faut que j'ai un réflexe, quoi. Elle voit les émotions sur mon visage, que je suis un petit peu agacé. Elle a compris, elle a fini par comprendre. Donc je me dis que ça marche pareil pour les mots, peut-être plus tard quand elle les prononcera, que ça m'agace ou ça nous dérange un petit peu. Et voilà, moi, je suis plus pour remplacer ces choses-là, ces gestes, ces mots-là. J'ai déjà commencé avec des gestes. Par exemple, toujours quand elle est surexcitée, quand je la prends dans mes bras, elle a tendance à me griffer avec ses petites mains, ses petits doigts. Je me suis mis, au lieu de lui dire non à chaque fois, ça me fait mal, je lui apprends à faire des caresses à la place. Et depuis quelques jours, elle s'est mise à caresser. Dès que je lui dis non, on caresse, on griffe pas, on fait pas mal. Et là, commence à l'apprendre. Enfin, elle caresse tant bien que mal, comme elle peut. Mais que j'ai remplacé ce geste-là qui me faisait mal par un autre geste doux. Et j'ai l'impression que ça marche. C'est en bonne voie, on va dire. C'est pas encore réussi à 100%, mais c'est en bonne voie. Je pense que c'est pareil pour les mots. Enfin, j'espère. Si, c'est pareil. En discipline positive, on dit qu'on informe de ce qui s'est passé, donc on redonne les faits, on redonne la situation. Après, on pose le cadre. Donc, est-ce que c'est acceptable ou pas pour nous? Donc, concrètement, quand un enfant nous crie dans l'oreille, il y a peu de parents qui vont accepter le fait qu'il nous crie dans l'oreille. Donc, ça veut dire qu'on va réagir à ça en lui disant « Là, ce que tu fais ne me convient pas. » Et ensuite, on va le rediriger vers une option qui soit plus compatible avec la vie familiale ou la vie collective ou la vie scolaire. Donc, on va le rediriger, comme tu dis, vers un geste qui soit acceptable pour les deux parties, donc et lui et nous. Parce que si on imagine que quand elle se met à crier très aigu, c'est pour attirer ton attention, donc elle utilise le cri comme moyen d'expression en attendant de pouvoir te le manifester autrement. Et les enfants qui pleurent très souvent, c'est un moyen d'exprimer aussi quelque chose. On n'arrive pas toujours à le traduire, mais il y a un besoin d'expression là-dedans. Et tant qu'ils n'ont pas d'autres modes d'expression, ils vont prendre ce canal-là. Si ce canal-là fonctionne et qu'ils arrivent à avoir ce qu'ils ont voulu, ils vont le reproduire. C'est pour ça qu'on déconseille aux parents de finir par céder quand il y a eu cris, hurlements, roulés par terre, ou tirage de cheveux, ou violence. Parce que sinon, ça induit que ce moyen-là était peut-être le bon. Et donc l'enfant va se dire, puisque la dernière fois, j'ai obtenu satisfaction en utilisant ce moyen-là, qu'il n'y a pas eu de cadre reposé, de limite posée, l'enfant se dit, je vais réutiliser ce canal-là. Donc c'est à nous, en tant que parents ou enseignants ou encadrants, de nous dire qu'est-ce que je suis prêt à accepter dans le comportement de mon enfant, que ce soit en langage ou que ce soit en parole, en geste ou en attitude. Parce qu'après, on peut sinon qualifier ça de caprice, de débordement, de provocation. Ça, c'est des mots qui sont de l'interprétation, ce n'est pas des faits. Mais qu'est-ce que je suis capable d'accepter? Et si ça arrive, vers quoi je redirige? Et ta technique de rediriger la main vers une autre action, en maternelle, on le fait beaucoup avec des chansons, avec des comptines, autour de, les mains, elles peuvent taper pour faire bravo, elles peuvent tourner pour faire le moulin. Donc, toute la fonctionnalité d'une main, autre que taper. Mais les enfants, ils utilisent les mains pour taper parce qu'ils ne savent pas encore verbaliser. Donc, ils sont frustrés, grosse flamme d'émotion. Ils ne savent pas comment faire, donc ils se débattent dans tous les sens, ou ils crient, ou ils tapent, ou ils mordent. Et on peut enchaîner tout un tas de comportements qui sont juste liés à « je ne sais pas faire autrement ». Donc tant que je ne sais pas faire autrement, je fais comme ça. Et si en plus ça marche et que j'obtiens satisfaction, ça risque d'être dangereux de modifier le comportement. Donc c'est à nous de se dire « ok, ce que j'observe de mon enfant, là, que ce soit un gros mot, sa manière de taper le chat, sa manière de pousser sa sœur, sa manière de crier pour obtenir un bonbon, si je laisse passer ce comportement, la prochaine fois qu'il voudra la même chose, il va le refaire. C'est comme un chemin neuronal qui s'installe. Donc c'est à nous de le couper avant qu'il y ait une répétition, parce que plus il y a répétition, et plus l'enfant va se dire
c'est comme ça que ça marche. Je veux un bonbon, je crie, je me roule par terre, j'ai mon bonbon. La prochaine fois que je voudrais un bonbon, je ne vais pas forcément demander calmement. Je peux crier, me rouler par terre. La première fois, ça avait marché. Donc je ne dis pas que ce n'est pas rattrapable. Je dis plus on laisse faire 2 fois, et plus l'enfant s'accroche à cette méthodologie en se disant « ça passe ». Est-ce que c'est plus clair comme ça ? Tout à fait, oui. Et l'exemple que je garde en tête, c'est celui que tu as mentionné une fois, la dame qui voulait acheter à sa fille le mannequin là, à 100 €. Ah oui. Je me rappelle très bien. Et une fois à la maison, elle voulait autre chose, donc elle a fait la même scène. Elle se roulait par terre, elle criait fort pour avoir autre chose. Donc ça l'a calmée finalement que pendant 1 heure ou 2. Oui, parce que ce jour-là, quand je parlais de Lina, elle voulait l'attention, elle voulait pas la poupée. Donc quand on creuse un peu plus le besoin de l'enfant, c'est pas de crier pour nous casser les oreilles. Hein. Ça, c'est pas un besoin de crier. Le besoin de l'enfant, c'est de se connecter avec nous, peut-être d'exprimer quelque chose qui n'est pas digéré, peut-être de passer du temps avec nous parce qu'on ne nous a pas vus dans la journée. Donc le décodeur, il est compliqué à mettre en place parce que on ne sait pas, ou parce qu'on est fatigué, ou parce qu'on a les pensées occupées par un autre sujet. Mais notre enfant, il est là pour attirer notre attention sur quelque chose. Et on ne sait pas quoi. Donc le jeu, c'est de trouver par quel moyen il a pensé que dire un gros mot, hurler, se rouler par terre, ça c'est sa stratégie, donc ça a été le moyen qu'il a employé. Mais qu'est-ce qu'il voulait vraiment dire ? Qu'est-ce qu'il voulait vraiment obtenir ? Et là, on fait des hypothèses. On essaye de se mettre à sa hauteur en disant quand tu m'as dit ça, est-ce que tu voulais qu'on aille se promener tous les deux ? Est-ce que tu voulais quelque chose à manger ? Auquel cas, si c'est ça, je peux te donner quelque chose à manger, par exemple une biscotte, mais pas forcément ce qu'elle veut. En revenir aux besoins de base, pas à l'envie. C'est la différence qu'on avait fait quand on avait parlé de Lina et de sa maman. Qu'est-ce que ça vous évoque encore, les gros mots ? Est-ce que vous avez des souvenirs d'avoir été témoin de gros mots mémorables ? En fait, avant de devenir parent, parce que c'est le fameux truc de avant j'avais des principes. Dans la vie d'avant. Voilà. Je trouvais que des enfants qui disent des gros mots, c'est moche, tu sais. J'ai pas d'autre mot que ça. C'est pas beau. Dans la bouche d'adulte, ça passe, tu vois, on l'accepte, mais dans la bouche d'enfant, non, c'est pas possible. Et j'avais des petits cousins qui, quand ils avaient, je sais pas moi, entre 2 et 5 ans, ils disaient énormément de gros mots parce que leurs parents étaient très, très grossiers. Des gros mots, mais des triviaux, quoi. Enfin, des gros mots que tu imagines même pas que ça puisse sortir de la bouche des enfants. Et ça m'embêtait énormément, tu vois. Je me disais que, voilà, ils ont montré l'exemple, ils ont montré un super exemple à leurs enfants. Comment ils vont faire pour être bien intégrés à l'école, dans la société et tout, s'ils parlent tout le temps comme ça. Et finalement, en devenant parent, tu vois, c'est ce qu'on discutait tout à l'heure. Est-ce que c'est si grave que ça qu'un enfant dise pisser C'est le langage de tous les jours qu'on emploie au quotidien, nous adultes. Donc, est-ce que c'est si important que ça de contrôler le langage de nos enfants pour qu'ils puissent paraître tout propres et être l'équivalent des photos de magazine avec le petit enfant parfait, tu vois, et que les gens qui le côtoient puissent se dire « Ah franchement, cet enfant, il a des parents au top !» Parce que c'est un peu ça, quoi. C'est l'image que tu veux rendre après de l'éducation Voilà. que tu donnes. Donc c'est la vitrine. En devenant parent, je me suis pas mal détaché de ce truc de il faut absolument que mon enfant ne dise jamais merde, ne dise jamais putain. Pitié. La pression. Non, mais ce qui est intéressant et ce qui est rentré dans les compétences de grande section, donc en maternelle quand ils ont 5 ans, c'est la notion de registre de langue. C'est-à-dire que les enfants, quand on commence à leur présenter des livres en maternelle, c'est plutôt des livres descriptifs, c'est des livres d'imagier où il y a des mots. Donc au début, la construction de phrases, elle est vraiment sur du langage commun, du quotidien. Et ensuite, dans les histoires, dans les contes, ils commencent à voir les nuances entre le mot habituel, le mot du registre de la vie quotidienne, et les mots un peu plus soutenus, avec des tournures de phrases plus littéraires, pour aller vers de la syntaxe, de la conjugaison qui soit plus poussée. Et ce qu'on travaille en grande section, donc un peu plus tard que Charlie, mais quand ils ont 5-6 ans, de leur dire dans différents contextes, on va pouvoir s'exprimer différemment. Ça veut dire que oui, dans les films, il n'y a pas vraiment beaucoup de personnages qui disent « Attends-moi là, je vais aller faire pipi ». Dans le quotidien, c'est toute la journée en maternelle, voilà, je vais faire pipi, c'est un terme classique. Et
Quand on est entre potes, on dit, voilà, pisser, c'est du langage avec quelqu'un qu'on connaît bien. Avec son patron, en général, on ne dit pas, attends, je vais pisser et je reviens. Ça veut dire qu'en fonction du contexte, on apprend aux enfants à utiliser les mots qui vont avec le contexte. Mais c'est sur 3 ans. C'est une conscience que on parle pas pareil à papa, on parle pas pareil à un inconnu, on parle pas pareil à un président de la République. Le casse-toi pauvre con, il est très représentatif du fait que les gens n'utilisent pas le langage avec des contextes adaptés. Parce que adapté, tout est brassé en fait. Il y a des gens qui tutoient des hauts placés. C'est est-ce qu'on reste à sa place et tout le monde a la même valeur et tout le monde se tutoie et tout le monde se dit mais t'es un sale con? Ou est-ce qu'on se dit il y a quand même une certaine distance en fonction des circonstances? Et ça, nos enfants, quand ils nous entendent parler, par neurones miroirs, donc ce que tu disais, moi, dans le REP+, malheureusement, quand j'entendais dire des gros mots des enfants en grande section, je mettais pas longtemps à comprendre que c'était à la maison qu'ils les avaient entendus. Parce que quand le père, il arrivait en disant « Ouais, non mais vous faites chier avec vos devoirs, on n'a pas que ça à foutre », ah. Oui. Ok, monsieur. Bon, je vois pourquoi Farès parle comme ça en classe. Tu vois, et c'est mon positionnement après de ne pas non plus discréditer l'enfant devant son parent ou le parent devant son enfant. Moi, j'ai à me positionner là-dessus. Néanmoins, les neurones miroirs, ils marchent pour le bon et pour le mauvais. Ça veut dire que quand il voit son père en train de relayer des informations entre potes le soir en bas de la tour, c'est pas le même langage que quand son père est en train de parler à son conseiller Pôle emploi, normalement. Mais pour certains, c'est un peu la même chose. C'est « wesh gros, vas-y, arrange-moi ». Alors que normalement, on parle pas comme ça en institution. On parle pas comme ça dans les bureaux. Mais il y a un espèce de nivellement par le bas, pour certaines personnes, on parle comme on veut. On parle au fil de l'eau. Et ça se voit même dans certains réels, je trouve. Il y a des gens qui s'adressent aux autres sur un langage, mais on ne se connaît pas, on se tutoie, comment tu me parles? Donc c'est un lien à établir avec nos enfants de quand tu me parles, tu n'utilises pas le même vocabulaire qu'avec tes copains. D'ailleurs, il y a des parents qui utilisent ça. Cette phrase, je l'entends souvent à la sortie de l'école. « tu me parles pas comme ça, je suis pas ta copine. » Cette phrase-là, moi, je l'entends beaucoup. Mais en fait, c'est pas parce qu'elle te parle comme ça, parce qu'elle n'est pas ta copine. C'est juste qu'elle n'a pas encore la notion de registre de langage. Donc, elle parle comme elle peut, elle essaye. Et c'est à nous de dire, quand tu me parles comme ça, moi, ce mot-là, j'ai pas envie de l'entendre parce que je suis ta maman ou je suis ton papa. Donc, à la place de ce mot-là, tu peux utiliser un autre. Et c'est pas descendant, c'est informatif. On lui dit, ce mot-là, tu l'utilises avec tes copines. Voilà, moi ce mot-là, j'ai pas envie de l'entendre. Ou c'est ton intimité, ou tu vois, c'est à nous de dire, ce mot-là me dérange. Et du coup, comment tu fais pour ne pas tomber quand même non plus dans l'interdiction qui cristallise justement l'envie absolue de le faire, quoi? Je le prends pas personnellement, dans le sens, je me dis, ce mot-là, elle l'a choisi, ou il l'a choisi, en pensant que ça allait avoir un effet sur moi. Donc j'essaye de couper l'effet de ce que ce mot pourrait avoir sur moi. Donc en gros, de blinder la flèche avant qu'elle arrive sur mon corps, quoi, sur ma zone à moi. Parce que quand il a balancé ce mot-là, c'était juste un mot. C'est juste un déclencheur neutre. Ce mot ne me fait pas du mal. C'est toute l'interprétation que je fais de ce mot, du genre « Non, mais il ne devrait pas utiliser ce mot. C'est pas moi qui lui ai appris ce mot. Pourquoi il utilise ce mot ?» C'est tout ça qui me met dans une émotion. C'est pas le mot en lui-même. L'enfant, il a dit ce mot-là. Donc, qu'est-ce que ça vient chercher chez moi? Est-ce que c'est un besoin de respect et je me sens attaquée par ce mot-là parce que je trouve que ça me manque de respect? Est-ce que c'est un besoin de réciprocité? Et quand il a utilisé ce mot-là, c'est un peu comme s'il me dénigrait, comme s'il m'insultait. Et dans ce cas-là, je suis pas d'accord parce que je suis pas inférieure. Tu vois, ça dit des choses de nous quand on reçoit un mot que nous, on considère comme une insulte. Tu vois, il pourrait y avoir quelqu'un dans la rue qui me traite de sale conne. Effectivement, le mot en soi, sale conne, et il y a un père d'élève un jour qui m'a dit « Vous êtes une sale conne ». Fin de semaine, on a bien mal au crâne et tout. Je me dis « Ok, écoutez monsieur, merci de vous être exprimé ». J'aurais pu surenchérir en disant « Vous croyez que c'est facile, nanana », et me justifier. Mais en communication non violente, on entend la parole de l'autre, on se dit « Ok, qu'est-ce que ça fait chez moi ?» Ça me vexe, je suis blessée. Soit je riposte et j'attaque,
Soit je me dis, mon énergie, je la mets ailleurs, parce que cette personne-là, voilà, c'est comme si j'enseignais la philo à un pigeon, hein, je suis peut-être pas obligée de perdre mon énergie. Là, concrètement, que je lui réponde ou que je lui réponde pas, il s'en fiche, il est déjà parti. Le père, il voulait juste balancer sa bombe avant de repartir. Il n'était pas content, il était frustré de son côté. Je mets vraiment une étanchéité entre ses émotions à lui et les miennes et les effets de son mot sur moi. Donc honnêtement, il m'a dit sale conne. Je me suis dit très bien, donc ça c'est son avis. Son avis ne va pas définir ma vie. Je ne suis pas contente d'entendre que je suis une sale conne. Maintenant, est-ce que j'en fais une vérité pour moi ? Est-ce que je considère que ça a un effet sur ma perception de ma vie ? Pas forcément. Mais c'est à détricoter de moi avec moi, dans ma cheminée. Tu vois, c'est un effet d'un mot qui n'est pas un effet réel, factuel. C'est ce qui se passe à l'intérieur de moi et de mon cerveau. Et du coup, avec ta plus grande, c'est pareil, quand ça arrive, tu te concentres sur les effets que ça a sur toi, plutôt que d'en faire un débat avec ta fille. Ah mais elle me check bien hein, là-dessus. Hein. Des fois elle me dit, non mais de toute façon tu m'aimes pas. J'aime beaucoup ce tu m'aimes pas parce que ça vient chercher plein de trucs. C'est un peu comme le dégage. Avec l'aîné. Avec la grande. Ouais, avec la grande. Qui 14 14 ans. ans. Voilà. Et là, je pense que c'est une phase un peu délicate, c'est un peu différent. Si on parle, c'est plus l'enfance, je crois, non ? Non, mais c'est quand même une perche. De la même manière qu'un enfant de 2 ans, il va nous tendre une perche en nous disant dégage ou je t'aime pas. Nous, on va le prendre comme une occasion de se dire bon, qu'est-ce qu'elle a besoin, qu'est-ce qu'il a besoin, qu'est-ce que ça réveille chez moi. De la même façon, à 14 ans, elle dit de toute façon tu m'aimes pas ou je suis pas intéressante ou toutes les phrases que les ados mettent pour exprimer un manque d'affection et un besoin d'attention, c'est une manière maladroite d'exprimer un besoin. Donc c'est maladroit parce qu'ils n'arrivent pas à exprimer vraiment qu'ils voudraient un câlin ou qu'ils voudraient qu'on aille faire du shopping toutes les deux. Elle ne sait pas comment exprimer ce qu'elle veut, donc elle balance une flèche. Et à moi de voir si cette flèche, je la renvoie ou si je comprends d'où elle vient, de quelle rayure de besoin et tout. C'est à moi de faire le décodage, c'est moi l'adulte. Et donc si je comprends bien, chez l'enfant, il n'y a pas de méchanceté. Il y a des besoins peut-être refoulés, des besoins mal interprétés. Il n'y a que ça finalement, il n'y a pas de méchanceté, si je comprends bien ce que tu dis. Moi, j'utilise pas le mot méchanceté, ni caprice, ni bêtise. En général, j'utilise le mot expérience. Tous les mots qui sont balancés, c'est des expériences. Et à force de répétition, ils en font des références, et c'est là où ça peut être plus dangereux. Un enfant qui entendrait toute la journée, de toute façon, tu comprends rien, il va finir par se dire, apparemment, je comprends rien. Et ça rejoint un thème qu'on pourrait faire un jour sur les étiquettes. Mais c'est la manière de réagir aux phrases extérieures. Si on réagit toujours de la même façon, il va se dire, à chaque fois que je dis ça, ça fait ça comme réaction. Dans ce cas-là, je vais continuer ou je vais m'arrêter. On a toujours le choix, que ce soit notre enfant ou même un collègue, de réagir autrement. Mais on va aller sur le terrain de la responsabilité. Ça veut dire que si quelqu'un t'insulte là, demain, sur ton trottoir, tu as plein d'options possibles sur ton éventail de stratégies. Tu peux l'ignorer, tu peux lui répondre, tu peux le taper, tu peux dialoguer, Toi, tu es un adulte, sur ton éventail, tu as plein d'options possibles. L'enfant, il n'a pas encore toutes ces options. Tu lui dis non, il peut vouloir te taper. Tu lui dis non, il peut dire « t'es méchant, je t'aime plus ». Parce qu'il ne sait pas encore diversifier ses réactions. Donc en effet, moi je ne pense pas que les enfants soient méchants et je ne pense pas que les enfants fassent intentionnellement pour nous chercher. Mais c'est ma vision. Hein. Mais là, ça m'avait bien challengé cette année, le père de Fares, il m'avait bien challengé. Après, le papa de Fares, on ne savait pas, mais oui, il venait juste de sortir de prison, il avait son bracelet électronique. Donc je suis désolée, on était dans un contexte où Fares, les gros mots, c'était toute la journée, quoi. Et il était capable de me dire en classe, non mais j'en ai rien à foutre de ton atelier. Ok Fares, d'accord. Eh bien écoute, si tu ne veux pas faire le travail de lecture, n'hésite pas à aller prendre un livre ou t'occuper ailleurs dans la classe. Mais te faire rembarrer par un gamin de 5 ans qui te dit j'en ai rien à foutre, c'est pas anodin. C'est quelqu'un qui lui a répété plusieurs fois j'en ai rien à foutre. Il l'a pas inventé cette phrase. Là, ça devient vulgaire. Dire la connasse de flic ou j'en ai rien à foutre, pour moi, ça c'est de la vulgarité. Alors que quand on est un peu agacé, énervé, on dit putain, on dit merde. Pour moi, c'est juste des réactions. Là, je peux tolérer, mais aller dire à quelqu'un, insulter carrément, même
même pas avec des gros mots parfois, lui dire juste truc méchant, quoi, pour l'insulter sans dire de gros mots. Pour moi, ça reste de la vulgarité. C'est ça qu'il faut éviter pour les enfants, pour nous d'abord déjà. Et je trouve de toute façon, parce qu'à chaque fois qu'il y a un sujet là dans votre salon, j'ai l'impression toujours que c'est le père, enfin c'est les parents, je parle des pères parce que je suis le père, et voilà, c'est les parents qui doivent réapprendre l'éducation, corriger certains. C'est ce que je fais en tout cas moi. J'essaie de m'améliorer, de changer des choses qui ne sont pas vraiment bonnes, quoi, que je n'apprécie pas en moi. Donc il y a toujours, on s'éduque mutuellement en fait finalement. On essaie d'éduquer nos enfants. Et ils nous éduquent aussi, sans s'en rendre compte parfois, mais c'est ce qui arrive, quoi. Donc j'essaie de dire moins de gros mots. J'utilise pas beaucoup de gros mots, mais généralement, voilà, quand je suis agacé, il m'arrive de dire même putain de Dieu. Souvent, ça sort de ma bouche devant la petite. Et ça me dérangerait pas qu'elle le dise plus tard, quand elle renversera un verre ou je ne sais pas. Mais le dire à quelqu'un comme ça d'un ton méchant pour lui faire mal, ça, j'accepterai pas. Et au lieu de lui dire juste non, il faut pas, ou il faut pas dire ça, il faut pas, parce que j'essaie de trouver des alternatives, quoi. À ce moment-là, elle est énervée. Il faut qu'elle fasse quelque chose, il faut qu'elle ait une réaction par des gestes, mais quelque chose de poli, on va dire entre parenthèses. Quelque chose de pas très choquant, de pas très méchant vis-à-vis des autres. Voilà. Oui, mais tu vois, on revient sur ce qu'avait dit Séverine, que même si nous, on l'interprète, quand les enfants vont dans ce contexte de vulgarité, comme tu le dis, même si nous, on l'interprète comme une action de vouloir nuire, de vouloir faire mal, c'est pas le but de l'enfant, en fait, quand il... Genre, Varese, quand il a dit « j'en ai rien à foutre », machin, il avait pas son but, c'était pas de te faire mal, Séverine. Ah non, c'est sa référence. C'est quand on est fâché, on dit « j'en ai rien à foutre ». Il n'a pas d'autres références, il n'a pas d'autres outils dans sa boîte à outils. Donc ça va être le travail de la société, de l'enseignement, de ses parents s'ils le souhaitent, de lui dire « tu as d'autres outils possibles ». Mais si ils sont malheureusement qu'avec des modèles qui utilisent les mêmes langages, les mêmes syntaxes, les mêmes registres, oui, le jour où il y aura un entretien d'embauche, ils ne sauront pas qu'il y a d'autres manières de s'exprimer. C'est là où la diversité pourrait être utile. C'est là aussi où l'enrichissement culturel, les sorties, les livres, les tableaux, tous les projets qu'on installe dans les maternelles, notamment de quartiers sensibles, sont utiles pour apporter de la diversité, pour qu'ils sortent de cette zone de « mais c'est comme ça qu'on parle ». Vous parlez comme ça, mais il y a d'autres manières de parler. Et on en revient au registre de langage. Mais finalement, si c'est sa référence à lui, il pense qu'il n'y a pas d'autre continent. Il n'a visité que ce continent-là. Moi, j'aimerais l'inviter à visiter un autre continent, lui et sa famille, pas forcément que les enfants, mais l'ouvrir à d'autres possibilités pour que plus tard, il puisse choisir s'il reste sur le mode 1, qui est le mode familier, ou s'il passe des fois sur le mode 2, qui est dans le mode respectueux de tout le monde, ou sur le mode 3, le mode j'essaye de donner une image de moi qui soit compatible avec un poste à responsabilité ou avec une institution un peu plus solennelle. Il y a une question de solennel et de registre de langue. Et je ne suis pas là pour dicter la bienséance du langage. C'est juste que les enfants ont une capacité de mémorisation qui est phénoménale et on ne s'en sert pas forcément que pour les bonnes choses. Donc là, ils vont retenir toutes les choses qui grattent, qui piquent, les gros mots et tout ça, parce qu'ils ont une grosse mémoire. Mais quand on se lance dans un projet où il y a des mots compliqués, ou même quand on était à l'école, nous, on utilise des fois des vrais gros mots et puis des fois, on les invente. Donc, en général, avec les grandes sections, on disait « Oh là là, scrogneux par sang bleu ». Tu vois, on reprend des trucs genre Capitaine Haddock, on reprend des choses qui soient rigolotes, qui mettent de la légèreté. Et ça peut être très créatif, les insultes en famille. On peut même créer nos propres insultes et nos propres gros mots et nos propres tout ça. Quand on est très énervé en disant « Oh là là, mais là, il a fait le Ouistiti suspendu », de mettre quelque chose un peu de créatif qui ne dénigre pas l'autre, qui ne mette pas l'autre en insécurité affective. Parce que traiter son enfant d'idiot ou traiter son enfant de stupide ou... Bon, j'ai pas envie de spécialement revenir dans les souvenirs de Rêve Plus, mais franchement, j'entends des enfants qui se font traiter de tous les noms devant nous, et je me dis, pour l'estime de soi, c'est dur, mais même pour le registre de langue, c'est dur. Ça veut dire qu'on peut se permettre de juger et d'étiqueter qui on veut, alors que normalement, l'adulte, il est censé montrer un minimum de détachement par rapport aux actions des autres.
Et c'est difficile en fait de ne pas reporter nos propres frustrations sur quelqu'un en disant mais quel con celui-là de ne pas m'avoir laissé passer. Ou dans la circulation on le voit, dans les avancements professionnels des fois on le voit, on traite les autres de cons, de connes, d'idiots parce qu'en fait nous on est frustrés. Donc on attribue notre propre frustration à l'autre. C'est pas l'autre qui a fait ça, c'est l'ensemble de la situation, c'est pas le comportement. On peut détacher le comportement des effets sur nous. Tu penses qu'à l'adolescence, c'est à ce moment-là où on commence à pouvoir apporter l'intention de vraiment faire du mal avec les mots, ou même pas encore à l'adolescence finalement, c'est toujours une question de référence de langue et il n'y a pas forcément cette intentionnalité de vouloir blesser et finalement de juste trouver le meilleur moyen de faire du mal à l'autre. Ça reste un moyen, l'adolescence, de s'affirmer et de nourrir un besoin d'appartenance. Ça veut dire que pour se sentir mieux, on pourrait dénigrer quelqu'un d'autre. Et quand on est à 3-4 à dénigrer quelqu'un d'autre, on se sentirait plus puissant. Je parle d'une illusion, hein. On se sentirait plus puissant parce qu'on met l'autre plus bas que nous. Ce serait un rapport de force un peu biaisé, psychologique, de merde, soyons clairs. Mais c'est une impression que quand on critique quelqu'un d'autre que nous, on se sentirait mieux. Et on est beaucoup à faire ça, à faire nos langues de pute et de dire lui là, il a pas réussi, il a pas eu ce qu'il voulait, elle a pas ceci, elle a pas cela. Comme si le fait de juger la réussite de l'autre ou le physique de l'autre allait nous rendre, nous, plus performants, plus compétents. C'est croire que le jugement a un effet réparateur sur nous. Séverine, au lieu de s'élever à son niveau, on le rabaisse pour qu'on paraisse plus haut que lui. C'est ça là. Ouais. Ça se passe beaucoup dans le domaine professionnel, effectivement. Et c'est une utilisation du langage maladroite, de la même manière que les enfants l'utilisent parfois maladroitement. C'est-à-dire qu'on croit qu'en dénigrant par le langage, ça renforce nos valeurs et nos qualités. C'est un moyen maladroit. C'est une stratégie un peu tragique d'affirmation de soi. Et les adolescents, particulièrement, se disent comme moi, je ne sais pas trop ce qui se passe en moi, je suis bouleversée, j'arrive pas à croire que j'ai de la valeur, je doute, je vais prendre un plus petit que moi, un bouc émissaire ou lui là-bas, et je vais le critiquer. Je vais me croire plus fort. Et si en plus je rallie à ma cause d'autres personnes et que j'installe un triangle d'intimidation, je vais me croire plus puissant. Et dans ce cas-là, le langage serait une arme illusoire pour prendre le pouvoir. Mais dans ce cas-là, le langage, c'est toujours un outil de pouvoir. Il n'y a qu'à voir les politiques en ce moment. L'utilisation du langage a toujours été une sorte de manipulation. Donc que ce soit des gros mots ou des insultes, notre façon d'utiliser les mots peut nous desservir, comme nous servir, comme nous attirer du succès ou nous attirer des problèmes. Parce que quand on répond à un caïd, on peut s'attirer des problèmes. Donc des fois, le langage n'est pas la solution. C'est une stratégie. On peut choisir d'utiliser d'autres stratégies que le langage. Quand on transmettait des compétences techniques de langage, donc il y a beaucoup de compétences à l'éducation nationale, mais la maîtrise de l'oral, la maîtrise de la langue orale, il y a une 40aine de compétences qu'on est censé transmettre aux enfants de maternelle. Parmi ces compétences, il y a utiliser les mots pour se faire comprendre. Donc, se faire comprendre, ça veut dire qu'il y a l'émission d'un énoncé de l'enfant et ensuite s'assurer que la réception de notre énoncé a été compris de la façon dont je l'ai envoyé. Et ça demande un certain recul, une certaine réflexion que les enfants mettent bien 3 ans à comprendre. De la même manière que quand on dit « t'es pas gentille », lui, quand il dit « t'es pas gentil », il ne se soucie pas de ce que ça va donner comme effet sur l'autre personne. Son copain lui a pris un jouet des mains et il dit « t'es pas gentil, je suis plus ton copain ». C'est une réaction parce que lui, il est vexé. Mais il ne se demande pas si le copain en face est triste. Donc nous, notre travail de médiation dans les conflits à l'école, et puis en famille, c'est la même chose, c'est de reprendre la situation du début en disant « voilà ce que toi tu as fait ou ce que tu as dit, voilà ce que lui, il a entendu ou ce qu'il a reçu. » Dans le cas d'un gros mot, c'est à l'oral, mais dans le cas d'un coup de poing, on fait pareil. Et maintenant, les effets, c'est que lui, il se sent comme ça. Toi, quand tu as fait ça, tu pensais que c'était la seule solution. Il y a d'autres solutions pour exprimer ton mécontentement que de le taper ou que le traiter de connard. Et on repart sur un éventail de choix différents.
À savoir, au lieu de taper, on peut s'expliquer, ou pour mieux s'expliquer, on peut choisir d'autres mots. Et c'est du travail de broderie, quoi. C'est du point par point, avec chaque enfant, avec chaque situation, pour qu'à la fin des 3 ans, on puisse considérer que l'enfant, non seulement il est capable d'adapter son message à la personne en face, mais qui s'assure que la personne en face ait compris son message de la manière dont il a entendu. Et puis là, si tu me relances sur les adolescents, ils ont bien compris les effets que ça fera, parce que c'était justement leur intention, de traiter l'autre de sale con. Là, il a bien émis le message qu'il voulait, et il a bien compris que le but, c'était de faire chier l'autre. Donc cette compétence, elle est acquise chez les adolescents, et là, c'est plus la question de l'intention. Est-ce que ton intention, c'était de le faire mal ? Est-ce que tu voulais lui faire mal parce que toi, tu n'arrives pas à te sentir bien ? Et là, on parle dans d'autres sujets, quoi, de communication non violente notamment. Est-ce qu'on doit faire porter nos émotions à la personne en face de nous ? Est-ce qu'on ne peut pas reprendre en charge nos propres émotions ? Compétence bien loin des compétences scolaires, qui n'est pas au programme. Ah, ça. Moi, je retiens quand même pas mal de choses. Je suis content. T'as des pistes ? Ouais. Déjà, je pense que il y a ce gros lâcher-prise de me dire que quand ma fille me dit dégage, c'est pas forcément dans l'idée de me blesser. Déjà, c'est un soulagement. Pourtant, tu vois, c'est fou parce qu'on a beau évoluer dans tous ces discours de communication non violente, de parentalité positive, de tous ces sujets autour des neurosciences, etc. Tu vois, moi aussi, je fais attention de la notion de caprice et tout, de bien réfléchir aux intentions qu'on porte sur le comportement de nos enfants, parce qu'on fait beaucoup de suppositions finalement. Oui. Et même en ayant bien conscience de tout ça, il y a des moments, l'émotion est trop forte, et ça passe au-dessus de ta raison, de tes connaissances. C'est juste, ok, dégage quand même, ça m'a bien affecté. Donc je le vis comme une attaque, et donc forcément si je le vis comme une attaque, c'est qu'elle a voulu m'attaquer. Et ça, parce que tu cherches un responsable extérieur à ta flamme. Ah, mais c'est tout le processus dans mon programme. C'est de démanteler ce qu'on croit être le déclencheur. On croit que le déclencheur, c'est l'enfant et son action. Et de démanteler tout ça en voyant que c'est pas ça le déclencheur. Parce que si tu prends les lettres du mot dégage, tu les mets dans un autre sens, ça donnera pas le même effet sur toi. Prends les lettres du mot dégage, tu les mets dans un autre sens. Est-ce que tu seras affecté par le mot ? Pas du tout. C'est la pensée que tu t'es associée à ce déclencheur neutre. Tu t'es dit dégage, j'accepte pas, c'est un rejet, non, je veux pas élever ma fille pour qu'elle dise dégage aux gens, donc je me juge en même temps, il y a une culpabilité, je suis pas un bon parent. Si ma fille utilise ce mot-là, où est-ce qu'elle l'a entendu ? Ah, si ça se trouve, c'est mon père, donc mon père, il sait pas bien. Tu te rends compte le nœud que tu te fais des pensées étincelles qui entretiennent bien ta flamme de frustration et de colère. Et c'est là où ça se gâte. C'est que c'est pas lié au comportement de l'enfant. Et nous, on réagit à cette frustration, cette colère, ce doute, cette culpabilité, en se disant, déjà, on va le faire taire, parce qu'il n'a pas à dire ça. Waouh. Va dans ta chambre. C'est une manière d'éviter de le taper, c'est une manière de couper la conversation. C'est un moyen possible sur notre éventail. De toute façon, sous la réaction de la flamme, on ne peut pas rationaliser autant que ça. Ça se travaille en dehors. Ça se travaille à froid quand elle n'est pas là, quand elle n'est pas en train de te dire dégage. Quand tu as assez dormi et tout ça. Mais voilà, tu fais un titre de page, comme disait Jeanne-Héloïse l'autre fois dans la room. C'est un des outils qu'on a travaillé ce matin en séance. Donc tu mets en haut de la page, quand elle me dit dégage, 3 petits points. Voilà, toutes les pensées qui te viennent quand ta fille te dit dégage. Et ça va te pousser très loin dans tes braises de cheminée. Ça va remonter à l'enfance, peut-être quelqu'un de professionnel qui t'a dit dégage, peut-être tous des fils de pensée qui sont là, qui sont dans notre cheminée des émotions et qui sont latents, qui sont en feu, mais qu'on ignore consciemment en se disant « ça peut attendre ». Oui, ça peut attendre. Mais le jour où on finit par en coller une à notre enfant alors qu'il a juste dit un mot, on se dit « c'est pas le mot le problème, c'est ma réaction le problème ». Et donc là, il est question de faire un travail sur soi plutôt que sur l'enfant. Les deux sont possibles parce que tu es quand même la figure d'autorité de ton enfant. Mais au début, si toi, tu ne prends pas conscience de tous les mécanismes liés à l'émotion que ça dégage chez toi et que tu attribues ça à une intention de ton enfant de vouloir te faire réagir, tu ne vas pas pouvoir lui enseigner en tant que parent, en tant que figure d'attachement, ce que tu voudrais vraiment lui enseigner. Parce que tu es pollué toi-même par tes réactions intérieures, éventuellement ton enfant intérieur, éventuellement toutes les croyances sur ce que doit être un bon parent. Tout se mélange dans une grosse boule de feu
Et quand tu voudras dire à ton enfant ce qui est le mieux pour lui, tu vas être pollué par tout ça. Donc le travail, il se fait en 2 temps. Il se fait, je réfléchis à ce que ça a provoqué chez moi, ce simple déclencheur, ce mot, cette action, ce comportement que je qualifie comme anormal, qui n'est pas anormal, qui est juste réel. Mais moi, quand je le qualifie comme anormal ou inapproprié ou impossible à supporter, c'est que ça vient dire de moi des choses sur mon arc-en-ciel de besoins. Donc je me réfère à mes besoins à moi en tant qu'adulte. Je me réfère à ce que ça crée chez moi comme émotion, comment est ma flamme d'émotion, comment elle a réagi, avec quoi elle a réagi d'extérieur. Et je travaille éventuellement une braise qui revient tout le temps. C'est plus la répétition qui fait travailler sur soi, et notamment la colère. Quand on fait des rooms sur la colère, on en vient très souvent à dire, si on se met toujours en colère, c'est que nous, on n'a pas pu encore dépasser notre colère personnelle. Donc à chaque fois que notre enfant, il nous met en colère, c'est parce que nous, on n'a pas encore réglé cette braise de colère dans notre cheminée. C'est toujours la même flamme qui se réactive parce qu'on n'a pas isolé que nous, on n'a pas été écoutés dans notre colère. Ou il y a plusieurs explications, hein. Celle-là, c'est la plus commune. C'est que la plupart du temps, nous, on n'a pas été écoutés dans notre colère. On a l'impression de mettre tout en place ce qui est bon pour notre parentalité, d'avoir beaucoup lu, de s'être beaucoup renseigné. On se met une attente, quelque part, de faire mieux que ce qu'on a vécu, et ça nous met une certaine pression de résultat. Et quand l'enfant a un comportement qui sort de nos attentes, on se dit, mais on se rajoute une couche de jugement en se disant, mais je suis même pas capable d'appliquer ce que je dis vouloir faire. J'y arrive même pas, parce que ça vient de plus loin que nous. Le livre peut ne pas suffire. L'information peut ne pas suffire, oui. Mais c'est en parallèle. Donc, comme je disais tout à l'heure, on s'éduque en éduquant nos enfants, n'est-ce pas? C'est bien ça. Donc, on doit d'abord commencer par nous, à changer. Ils sont un révélateur, ouais. Ils sont un révélateur parce qu'ils vont interagir avec la part d'enfant qu'on a encore en nous quand on devient parent. On va revivre des moments qui ne sont pas complètement digérés. Donc ça peut être la petite enfance, ça peut être l'adolescence. Quand ma fille est devenue adolescente, j'ai été confrontée à pas mal de choses autour de l'autorité parentale. Parce que moi-même, j'ai revisité, quand moi j'avais son âge, comment je réagissais, comment moi j'avais son âge, comment ma mère réagissait. Je le dis souvent, on était 4 dans la pièce. Il y avait ma fille à 14 ans, moi maintenant à 44, et il y avait aussi moi à 14 ans, et ma mère quand j'avais 14 ans. Il y a des fantômes autour de nous qui continuent à agir parce qu'on n'a pas soldé des comptes. Et moi, j'ai encore des braises à travailler sur mon adolescence, ce que je n'ai pas pu installer quand j'étais adolescente, ce que je n'ai pas pu finir de deuiller. Dans le mot en CNV, on parle de deuiller des choses qui ne sont pas encore finies. Et quand je parle à ma fille adolescente maintenant, il y a ce fantôme de quand moi j'étais à son âge. Et pendant qu'on fait ce travail sur nous-mêmes, en attendant, dans quel sens doit-on orienter l'enfant? Vers quoi on doit le diriger entre-temps? Si on n'a pas encore... parce que le processus risque de prendre un peu de temps. Tout ce travail sur soi, au bout de 40 piges, 40 années, c'est un peu difficile de changer du jour au lendemain. Donc j'imagine que ça prend un peu de temps. Et entre-temps, comment doit-on réagir avec l'enfant qui certes fait des choses qui ne sont pas, entre parenthèses, conventionnelles? Comment doit-on faire? Chaque occasion que ton enfant va mettre sur ta journée, ça va être l'occasion de lui expliquer une partie, pas tout. Tu vas pas lui parler de tes braises, mais tu vas juste lui dire, quand j'entends ce mot-là, ou quand tu fais ça, ou si je reprends l'exemple que je donne souvent de la maman qui se faisait taper par sa fille parce qu'elle n'avait pas amené le pain au chocolat pour le goûter, ces moments-là, quand la petite fille commence à taper sa mère, c'est à chaque fois une occasion de lui dire, là, ta main, tu la gardes sur toi. Ta main, elle ne me tape pas. Si tu veux taper, tu vas taper dans le mur, tu vas taper dans le coussin. De rediriger en temps direct l'enfant vers autre chose de plus convenable pour toi en tant que père. Et quand tu as redirigé l'enfant vers une action plus convenable, tu peux te poser et te dire, cette situation, je la garde pour plus tard. Peut-être que j'ouvrirai une feuille, je ferai un exercice avec le titre de la page et je verrai tout ce que ça m'a évoqué quand elle m'a tapé ou tout ce que ça m'a évoqué quand elle m'a dit ce mot-là, de faire ça en parallèle. Bien entendu, on ne va pas les laisser en roue libre pendant que nous, on travaille sur nous. Mais tu as quand même une base d'éducation qui va évoluer au jour le jour. Tu as tes principes d'aujourd'hui, ils sont encore valables jusqu'à ce que tu fasses ta mise à jour. Donc tu gardes tout ce que tu connais sur toi maintenant,
tu agis exactement comme tu le veux aujourd'hui, en te laissant la liberté de demain faire un petit peu différemment parce que tu auras retiré un fil de ton passé ou mettre à jour une petite chose. Ton enfant, il n'est pas obligé d'avoir déjà la version 12 de toi. Il va évoluer en même temps que toi. Mais si on le fait dès qu'il est tout petit, dès qu'on commence à sentir que nos émotions, on les reporte sur nos enfants, ben on va grandir 2 fois plus vite à côté d'eux. Parce qu'on ne va pas nier le problème. On ne va pas se dire, c'est mon enfant qui n'est pas normal, c'est mon enfant qui est déviant, c'est mon enfant qui ne fait pas bien. On est en miroir continuel avec ce que fait notre enfant. Alors il ne s'agit pas non plus de prendre toute la responsabilité de ce que fait notre enfant. Parce que si on prend les cas où l'enfant devient un tyran à l'école ou tape tout le monde et tout ça, il y a peut-être d'autres explications aussi. On n'est pas non plus la source de tous les problèmes de nos enfants. Mais on est un référent, on est une figure d'attachement. Donc à un moment donné, on va lui donner des informations précises sur ce qu'il y a à faire ou pas à faire et sur ce que ça a comme effet sur nous, mais dans les grandes lignes. On ne va pas faire des thérapeutes de nos enfants. Mais ça veut dire trouver le bon professionnel autour de nous pour aller vider notre sac, pour pouvoir revenir régulièrement vers notre enfant en étant à moitié stable. Parce que sinon, on est en vrac, et c'est le cas de certaines mamans qui ont dépassé l'épuisement maternel et qui s'orientent vers un burn-out maternel. Là, à ce moment-là, on n'arrive plus à avoir le recul nécessaire pour parler à nos enfants. On est dans une sorte de détachement émotionnel qui est difficile, voire nuisible au développement classique de l'enfant. Donc là, il y a urgence. Si vous sentez que vous êtes à la limite de rendre responsable de toutes vos émotions votre enfant, c'est le moment de trouver un professionnel. Parce que l'enfant est un révélateur. L'enfant n'est pas à l'origine de nos émotions. Je ne sais pas si c'est bien expliqué comme vous l'entendez, mais en tout cas... Parfaitement. Ouais. Je voulais juste m'assurer que j'ai bien compris entre-temps. On propose des alternatives à la place de ces gros mots, de ces gestes maladroits. Et puis tout passe, la clé, c'est la communication en fait. C'est bien ça. La clé, c'est la communication. Et l'autre clé, c'est vraiment l'autonomie émotionnelle entre ce que vit le parent, c'est le parent qui en est responsable, et ce que vit l'enfant, on ne le prend pas personnellement en tant que parent. Ça veut dire qu'on dissocie ce qui se passe dans la cheminée des émotions de l'enfant. Donc lui, il a des réactions au monde extérieur parce qu'il ne comprend pas tout, parce qu'il voulait faire ça et que ça ne marche pas, parce qu'il est en développement, parce qu'il n'est pas capable d'avoir les résultats qu'il veut au moment où il le veut, parce que sa temporalité elle est en construction. Donc tous ces éléments-là peuvent lui provoquer des émotions fortes. Donc il y a des tempêtes émotionnelles, il y a des flammes dans sa cheminée, et il n'est pas capable de le faire tout seul. Et nous, parfois, ça nous met en insécurité parce qu'on ne sait pas faire non plus. Quand on les voit en colère, quand on les voit tristes, quand on les voit... Donc heureux, c'est plus facile, mais quand on les voit avoir peur, être triste ou être en colère, on ne sait pas toujours comment réagir dans l'instant, parce que des fois, ça nous renvoie à nous, nos colères, nos tristesses et nos peurs quand on était enfant et comment elles ont été traitées par nos parents ou nos figures d'attachement. Et si on ne revisite pas, nous, notre façon d'avoir vécu nos colères d'enfant, nos peurs d'enfant, et qu'on voit autour de nous des gens qui disent « tais-toi, arrête de pleurer, ça suffit, c'est pas grave, c'est rien, t'es un bébé », tous ces mots qu'on entend encore autour de nous, qui sont de la parentalité, on va dire, classique, malheureusement, ça peut nous influencer en se disant « c'est comme ça qu'on fait ». Et c'est comme ça qu'on a peut-être été élevé. Mais il y a d'autres façons possibles de se dire « j'entends mon émotion dans ma cheminée à moi de parent, je la traiterai plus tard. Est-ce que je suis en état d'aller voir dans la cheminée de mon enfant ce qui s'est passé, quel a été le déclencheur, quelle est l'émotion qu'il vit, et de le rediriger vers une action qui pourrait l'apaiser dans sa flamme, qui pourrait l'aider à se rapprocher de son besoin initial. Si l'enfant, on isole qu'il avait besoin de chaleur, de contact, d'être rassuré, on va le rediriger vers ça. Prends ton doudou, ou viens me faire un câlin, ou mets-toi dans la petite couverture que t'aimes bien. On va essayer de se rapprocher de son besoin initial. Donc soit on le devine parce qu'on le connaît et qu'on l'a observé, soit on lui pose la question s'il est assez grand pour répondre, soit on lui fait des propositions et il choisit ce qu'il aimerait. Et quand on voit que la flamme est redescendue dans sa cheminée, que le besoin est en train d'être rétabli, qui est moins en train de clignoter sur ses rayures d'arc-en-ciel, on s'occupera de nos rayures à nous et on s'occupera de nos besoins à nous. Parce qu'effectivement, un enfant qui nous crie dans les oreilles pendant 25 minutes, ça a affecté aussi nos besoins d'adultes.
À ce moment-là, on a peut-être besoin d'un peu de silence, de détente, de prendre l'air, d'aller boire un coup, d'aller mettre de la musique et de danser. À chaque instant, dans la vie de parent, il y a un déséquilibre possible, donc pas forcé, mais possible, entre ce que l'enfant fait et ce que le parent voulait, et entre ce que l'enfant voulait et ce que le parent pensait. Le doute, c'est quand on impose notre vision par notre arc-en-ciel et notre cheminée, donc par nos émotions à nous, à l'enfant, sans prendre en compte qu'il a une autonomie émotionnelle aussi. Il a une vision de sa vie aussi. Donc c'est ni lui qui doit tout décider et dominer la vie, les activités, l'emploi du temps, mais c'est pas non plus nous qui devons tout le temps imposer, dominer, ne plus laisser aucun choix. C'est un équilibre à trouver en fonction de nos convictions, nos configurations, le nombre d'adultes à la maison, le nombre d'enfants à la maison, et puis ce qu'on a observé chez notre enfant. Donc la première clé, ça va être d'observer de plus en plus nos enfants pour savoir de quoi ils ont besoin au jour le jour, et de se dire plus on nourrit le réservoir affectif, le réservoir de choix, d'affirmation, de détente, moins on aura des crises émotionnelles qui pourraient nous attaquer dans nos retranchements émotionnels à nous. Et de bien séparer les deux fonctionnements, son fonctionnement à lui du nôtre. Parce que sinon, ça réactive toujours des braises chez nous. Est-ce que ça te paraît clair comme association d'idées? Tout à fait, oui. Merci. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés sur ce sujet des gros mots et autres sujets sur le langage. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Tu peux retrouver les thèmes et les épisodes précédents aussi sur lppzen.com/lepodcast. Pour soutenir mon travail, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast, notamment sur ton application préférée, comme Apple Podcast par exemple. Ton soutien est important pour moi, pour permettre à d'autres parents de retrouver la sérénité en famille. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt, et en attendant, prends bien soin de ta cheminée des émotions et de ton arc-en-ciel des besoins. À très vite.